Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu, Studio Tamani et Studio Yafa, tous les médias de la Fondation Hirondelle au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Vous nous suivez sur le réseau des médias partenaires dans les 3 pays, soit 188 radios, 12 télévisions, plus de 5 millions d'auditeurs et téléspectateurs réguliers, ainsi que sur nos 3 sites web. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Accès à l'eau au Sahel, quelle solution? C'est le thème donc de notre émission de ce jour. Si au Niger, 50% de la population n'ont pas accès à l'eau potable, au Mali, ils sont 40% contre 25% au Burkina Faso, des chiffres qui justifient clairement que l'accès à l'eau reste un véritable défi pour les populations de ces pays du Sahel. Alors, quelles sont les solutions face à ce problème? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Ibrahim Boubacar, il est hydroclimatologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ousmane Dambaji, il est le président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Mamadou Moussa de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM NIA. Bonsoir. Bonsoir. Le ministère de l'Hydraulique invité n'a pas envoyé de représentants. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans ce forum, une coproduction du studio Tamani, le studio Yafa et le studio Kalangu. Bonsoir chers invités et merci d'être venus. Au Sahel, la situation de l'accès à l'eau est encore plus précaire. Les communautés locales de ces pays ont des difficultés pour accéder à cette denrée. Pour illustrer cette situation, je vous propose de suivre ce reportage réalisé au Burkina Faso par nos collègues de studio Yafa. Secteur 6 de la ville de Kaya, région du Centre-Nord. Puisette en main, une dizaine de femmes et jeunes filles affairées à tirer de l'eau d'un puits. L'un des derniers encore fonctionnel dans les environs depuis le début de la saison sèche. Mais ce point d'eau commence aussi à tarir, causant des frayeurs chez Zalissa Ouedraogo et les autres maraîchères. À partir du mois de mai, avoir de l'eau ici devient compliqué. C'est avec l'eau de ce puits que nous arrosons nos productions. Si on arrange le barrage, nous allons beaucoup travailler parce que cela nous est avantageux. Après ces mots, Zalissa jette un regard désespéré sur la digue à quelques mètres de là avant de continuer son activité. De l'autre côté de cette digue, le barrage de Dimassa, ou plutôt ce qu'il en reste, la retenue d'eau est totalement asséchée. Ce jour-là, le responsable de la police de l'eau du Centre-Nord, Salam Savadogo, a effectué le déplacement sur les lieux. Ce barrage-là, ça cesse juste après les saisons pluvieuses. À partir du mois de janvier, on remarque qu'il n'y a plus d'eau. Il ne pleut pas beaucoup. Donc le barrage n'arrive plus à se remplir. Et comme on sait que le changement climatique induit l'augmentation de la température, il y a aussi l'évaporation. Le million de mètres cubes d'eau a cédé sa place à un sol craquelé sur plusieurs hectares. Autour de Salam Sabadogo, la digue, le déversoir et surtout la cuvette totalement sec, exploitée par des maraîchers. Vous venez là donc de suivre ce reportage réalisé au Burkina Faso par nos collègues du studio Yafa sur la problématique de l'accès à l'eau dans leur pays. Je commence par vous, monsieur Dr Ibrahim Boubacar. Vous êtes hydroclimatologue. Vous venez donc d'écouter ce reportage. Quelle réaction après écoute? Voilà, merci madame. Je tiens d'abord à remercier Studio Kalangu de m'avoir invité pour venir partager avec les auditeurs tout le plaisir est pour nous. Toutes nos connaissances sur cette question de l'eau. Et l'élément que nous venons de suivre est un élément qui trace en fait la réalité de la situation de la sous-région, une situation de changement climatique, comme l'a dit le responsable de la police de l'eau locale, avec une augmentation de la température qui a entraîné une augmentation de l'évaporation et un assèchement rapide en fait de cette retenue d'eau de Dimassa, ce qui amène beaucoup de sable.
dans ces retenues d'eau, donc qui réduit significativement leur capacité en termes de quantité d'eau que ces retenues d'eau peuvent stocker. Et après, vous avez l'évaporation. Donc, les retenues d'eau s'assèchent très rapidement, et pas dès le mois de mai. Moi, j'ai eu l'honneur de faire une étude au Burkina Faso sur un autre barrage, le barrage de Moctedo, où on a constaté la même situation. Le barrage est envasé et il y a un assèchement rapide de cette retenue d'eau, et l'eau qui est dans le barrage ne leur permet pas de couvrir toute la période de culture. Donc vraiment c'est un enjeu majeur pour ces producteurs maraîchers. On construit des barrages et après avec le changement climatique, la situation de leur gestion est compliquée. Les maraîchers n'arrivent pas à produire comme ils doivent le faire. Mais comment vous comparez cette situation au Burkina et celle du Niger? Est-ce la même situation qui se présente dans ces pays? Oui, c'est la même situation qui se présente aussi au Niger, avec les barrages qu'on a dans la région de Tawa. Ces barrages-là connaissent le même problème, l'envasement et l'assèchement rapide. Donc c'est vraiment un problème qui touche toute la bande sahélienne. C'est vrai, il y a diminution de pluie, mais c'est que cette diminution de pluie, c'est en termes de quantité totale qui tombe dans l'année. Mais l'autre facteur, c'est qu'il y a une augmentation de l'intensité des pluies par événement. Et cette augmentation en fait, de l'intensité des pluies par événement augmente l'érosion. C'est ça qui augmente l'érosion, qui fait qu'il y a une grande quantité de sable qui est amenée dans ces retenues d'eau. Ousmane Dambaji, vous êtes le président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGIA. La situation dépeinte tout de suite au Burkina est-elle la même que vous constatez sur le terrain ici au Niger? Et merci pour l'opportunité, Nafissa. C'est vraiment regrettable quand on parle de la question de l'accès à l'eau potable en 2023. On nous parle de situations très difficiles dans le Sahel. Alors que dans la plupart de nos pays, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Fondamental, inscrit dans la Constitution de nos pays et repris effectivement par le système des Nations Unies. Donc je pense que parler de la problématique de l'eau aujourd'hui, vraiment, c'est un échec patent de nos politiques publiques. Expliquez-nous en quoi est-ce un échec? Oui, c'est un échec parce qu'aujourd'hui, la question de l'eau, ce n'est pas un discours. C'est d'abord les engagements politiques. Qu'est-ce que les politiques veulent par rapport à l'accès à l'eau potable? Et vous pensez qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas autant de politique Oui, laissez-moi vous expliquer un peu, si vous me permettez, Nafissa. D'abord, je dis, ce n'est pas un discours, la question de l'eau. C'est là où il n'y a pas de tricherie. C'est d'abord les engagements politiques. Est-ce que nos pays se sont engagés à faire de l'accès à l'eau une priorité pour eux dans les agendas politiques? Deuxième élément, même si on fait de l'accès à l'eau potable une priorité, est-ce qu'on donne le moyen pour essayer de faire le travail? Et même si maintenant les moyens sont là, l'engagement est là, est-ce que les acteurs qui sont en charge de traduire ces orientations stratégiques, est-ce qu'ils les font bien? Voilà la question. Le Burkina Faso, je vous prends un exemple, il y a quelques années, aux dernières élections, un des candidats a dit aux populations que lui, il va tirer l'eau du Ghana pour amener au Burkina Faso. Les gens ont ri. Et moi, j'ai trouvé que c'est-à-dire les gens n'ont pas de vision. Il faut avoir une vision. Quand tu dis qu'il va le faire, il faut l'applaudir et il faut l'accompagner. Moi, je me dis, la situation elle est sensiblement la même au Niger et au Burkina Faso. C'est vrai, le docteur l'a expliqué. Dans les autres pays du Sahel. Avec le changement climatique, mais ce n'est pas une raison. Aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs qui sont là. Le changement climatique est irréversible. C'est une situation irréversible. On ne peut pas lutter contre le changement climatique. Donc, il faut s'adapter et faire des mesures d'atténuation. Qu'est-ce que les politiques, qu'est-ce que les chercheurs, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour accompagner ou pour être résilients face à la situation? Mais dire que jusque-là, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, c'est vraiment regrettable et c'est un échec patent. Je donne le cas du Niger. Au Niger, il y a plus de 20 ans, la situation est sensiblement la même. Plus de 20 ans, les gens sont dans des situations difficiles d'accès à l'eau potable. À partir du mois de mars, c'est un calvaire, même dans le centre urbain. Maintenant, actuellement, le président a dit, OK, je donne une orientation stratégique en faisant, par exemple, 460 000 branchements particuliers dans le village, en faisant 10 000 fontaines au village, en faisant 45 000 points d'eau modernes ou équivalents pour le monde rural, et en accompagnant ça avec 50 000 latrines dans les écoles, les formations sanitaires et les marchés. Êtes-vous optimiste quant à ces... Non, mais c'est bien un engagement politique. Et lui-même, le président, est parti chercher le moyen. 80 milliards par là, 20 milliards par là, pour donner au ministère. Pourquoi le ministère n'est pas là? C'est parce que le ministère sait qu'il a échoué. En 2022, retenez bien, le ministère a fait un taux de consommation de 30% du budget national. Il n'y a pas de besoins cruciaux. Les gens n'ont pas soif. Donc c'est pour vous dire que s'ils ne sont pas là, c'est justifié parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont censés traduire les orientations stratégiques du président de la République dans l'exécution du projet programme. Ils ne l'ont pas fait. Les moyens sont là. Donc c'est pour vous dire que
la question de l'eau, il y a aussi la mauvaise foi des acteurs qui ne sont pas capables, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup des affaires. Les gens préfèrent s'intéresser au marché public parce qu'on parle de mini-adduction d'eau potable, multivillage, elle fait 200 à 400 millions de francs CFA. Donc imaginez, si par an, on doit faire ou réaliser 200 mini-adductions d'eau potable. Donc c'est pour vous dire que le secteur de l'eau, pourquoi ça ne marche pas, c'est un secteur où il y a beaucoup d'affaires. En 2012, le WIN a fait une étude sur les questions de corruption dans le secteur de l'eau. On se retrouve avec 45 milliards de dollars US chaque année de détournement dans le secteur de l'eau. Et de 2012 à aujourd'hui, ça a augmenté. Donc c'est pour vous dire qu'en matière de l'eau, ne faites pas du discours, c'est du concret. Le chercheur, qu'est-ce que vous faites pour qu'il soit résilient? Les politiques, qu'est-ce que vous faites? Et vous, acteurs qui ont en charge la traduction des orientations stratégiques du président de la République, qu'est-ce que vous en faites? La question. Donc c'est ça. Moi, dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de l'eau, c'est même une insulte. On peut y avoir. Je sais qu'il y a des nappes qui sont pas phréatiques. Nous avons des nappes granitiques, où nous avons des terrains aussi montagneux, où ça ne favorise pas la recharge rapide de la nappe. Mais on met de l'argent. On va au Golfe, au Maghreb, aux Émirats, mais ils sont plus déserts que nous. Pourquoi au désert et ils créent des conditions pour que la population ait accès à l'eau potable? En gros, vous voulez expliquer que nos politiques ont échoué dans cette question? Non, quelques pays, les politiques ont échoué. Par exemple, je donne le cas du Niger où nous avons de bonnes politiques, nous avons le moyen, mais c'est les acteurs qui ont échoué dans la mise en œuvre de ces politiques. Alors vous, monsieur Mouhamadou Moussa de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA, est-ce que vous ressentez justement de plus en plus le manque d'eau dans vos activités? Bonsoir. 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 Et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. C'est une première fois. Et vraiment, on le constate toujours. Parce que nous, on cherche de l'eau à notre force. Justement, oui. À notre force, on creuse des puisards. Et comment, puisards. à votre force, comment? On creuse des puisards avec de pelles et de hache, on peut le dire, pour chercher de l'eau. Pour pouvoir arroser. Pour pouvoir arroser, oui. Et avant, on creuse à peu près à 3 mètres, on peut trouver de l'eau. Mais maintenant, à l'ère là où nous sommes, on peut creuser jusqu'à 10 mètres pour pouvoir avoir de l'eau pour arroser. Avant, il y a des producteurs qui produisent jusqu'à 2 hectares parmi nous. Moi, j'ai 1 hectare. Ça impacte donc, ce manque d'eau impacte négativement sur vos activités? Sur notre activité. Sur le rendement même, oui. Et sur le rendement même et sur le surface de notre production. D'accord. Mais comment vous arrivez, quelle solution vous avez adoptée vraiment pour faire face à ce problème? La solution que nous avons adoptée, c'est de creuser encore des puits pour pouvoir atteindre notre besoin. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas aucun appui? L'appui comme un appui, bon, parfois, on arrive à avoir des partenaires qui peuvent nous aider un peu, mais à l'heure là, on est resté ici comme ça. Donc, on est en train de creuser notre puisard pour arroser. Et à l'heure actuelle, ces puits, est-ce qu'elles sont remplies d'eau? Comment ça se passe concrètement à l'heure actuelle? Le puits n'est pas rempli d'eau. On n'arrive pas à avoir de l'eau suffisamment pour faire notre production. Bon, on peut le dire, c'est le changement climatique. Parce que le nappe, on dirait que le nappe c'est un peu profond, donc c'est pour cela. Mais avant que le nappe est un peu soulevé, on arrive à avoir de l'eau pour produire notre production. Mais maintenant, vraiment, tout est gâté, on peut le dire. Ce manque d'eau donc est ressenti vraiment par ces producteurs maraîchers. Docteur, qu'en dites-vous par rapport à leur situation? Oui, effectivement, il y a un problème d'eau qui se pose. C'est que, ce problème d'eau pour les maraîchers dépend en fait des zones. Je ne sais pas dans quelle zone ils travaillent. Sinon, en termes de... Il peut peut-être donner des précisions? Je travaille dans la zone de Saga. Ah oui, c'est au bord du fleuve Niger. 4e arrondissement de la ville de Niamey. Oui. Voilà, c'est un peu au bord du fleuve Niger. C'est en fait une zone qu'on dit de socle, comme elle a commencé à le dire, une zone de socle avec des roches cristallines, comme le granit. Donc, dans ces zones-là, NAP a une capacité très limitée et même la recharge est très limitée. Donc, c'est une zone qui est vraiment affectée par cette situation de baisse de la pluie
et baisse de la recharge de la nappe. Mais si vous prenez les zones de Dalol, là-bas, on a une situation tout à fait inverse, où depuis les années 1990, on a une remontée significative de la nappe par rapport aux années avant 70, où la nappe était un peu plus profonde. Donc dans ces zones-là, si vous avez constaté les régions de Dalol, il y a une prolifération des périmètres irrigués depuis les années 2000, parce que la nappe est maintenant beaucoup plus en haut, donc elle est très peu profonde. Donc les gens peuvent facilement creuser et l'exploiter. Donc il y a aussi au niveau des retenues, ça on a déjà discuté dans le cas du Burkina, c'est la même situation avec cet assèchement rapide. Mais ces questions-là peuvent être aujourd'hui un peu résolues avec les pompes solaires. Il y a des pompes solaires, même si on a creusé très profond, on peut installer une pompe solaire pour avoir suffisamment d'eau. Expliquez-nous peut-être le fonctionnement, comment l'utilisation d'une pompe solaire peut faciliter vraiment. L'utilisation d'une pompe solaire, il faut des panneaux solaires. Donc, il n'y a pas de carburant à acheter chaque fois. On installe des panneaux solaires, on installe des dispositifs électriques qui vont faire fonctionner la pompe. Et la pompe va éjecter l'eau à la surface ou bien dans les châteaux que les maraîchers peuvent facilement utiliser. C'est vrai, l'équipement peut coûter un peu cher au début, mais en termes de rentabilité, c'est vraiment le système est très rentable en termes d'investissement. D'accord. Selon un nouveau rapport phare sur l'eau et la migration de la Banque mondiale publié en 2021, les pénuries d'eau ont un impact bien plus important sur la migration que l'excès d'eau. Le monde compte actuellement plus d'1 milliard de migrants et les déficits hydriques sont à l'origine d'une hausse de 10% des flux migratoires à l'échelle de la planète. Je reste toujours avec vous, docteur. Selon vous, en quoi la raréfaction de l'eau contribue à la migration des populations? Oui, la raréfaction de l'eau contribue à la migration de la population. Ça a été toujours le cas, parce qu'on dit il y a des milliers d'années, le Sahara était humide et le Sahara était bien habité. Et avec la baisse de la pluviométrie, les gens ont migré vers le sud. Donc, l'eau, c'est la vie. Et là où il y a des difficultés d'accès à l'eau, il y a peu de vie. Donc, les gens se suivent en fait l'eau pour pouvoir bien passer leur vie, mener leurs activités économiques et ainsi de suite. Est-ce que ce sont des situations assez fréquentes dans nos pays? Non, cette situation est beaucoup plus aggravée avec le changement climatique qui a entraîné une baisse de la pluviométrie. Donc même les zones qui étaient productives avant ne le sont plus. Donc les gens sont obligés de migrer vers des zones qui sont plus productrices pour pouvoir, comme je l'ai dit, produire et avoir des revenus pour bien mener leur vie. Merci bien. Ousmane Dambaji, la raréfaction de l'eau contribue vraiment à la migration de certaines populations dans certains pays. Vous, quel est votre avis, votre analyse? C'est vraiment juste et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours donné l'exemple, quand vous venez dans un terrain vide, un désert, vous faites une case de santé, personne ne viendra l'habiter. J'ai l'habitude de le dire. Quand vous faites une classe, personne ne viendra l'habiter. Mais faites un point d'eau, vous allez voir, en un mois, le village va se créer. Et aujourd'hui, remarquez, ce que nous connaissons à Niamey, c'est ça qui aggrave la situation de l'accès à l'eau potable à Niamey. Parce que nous avons tous les villages qui sont revenus à Niamey. Et dans des zones qui sont pas, effectivement, qui n'ont pas comment on appelle ça, des installations d'eau. Tu vois, donc ça crée un problème de l'accès à l'eau potable. Donc je me dis, tous les villages qui sont stagnés, tu quittes Niamey, tu vas ici à 50 km, tu vas trouver pendant que tu étais né, le village n'a pas bougé parce qu'il n'y a pas d'eau. Et dès que ils sont obligés de dès qu'il y a un point d'eau, oui, ça se développe. Donc je me dis, tout ça là, ce n'est pas de raison. Je reviens par rapport aux politiques publiques. Il a parlé des questions maraîchères. Si l'eau aujourd'hui, hier était à 3 mètres, aujourd'hui elle est à 10 mètres. Demain, elle sera à 20 ou 50 mètres et ainsi de suite. Donc prenons disposition avec des chercheurs. Qu'est-ce que nous allons faire pour être résilients au choc du changement climatique? Sinon, si on croise les bras pour dire que non, aujourd'hui l'eau est à 3 mètres, demain elle va être à 10 mètres, on ne pourra rien faire. Sincèrement, même d'ici 25 ans, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va être. Mais néanmoins, il faut dire que nous sommes, le Sahel ou le Niger, la deuxième ou la première réserve mondiale en matière d'eau souterraine. Nous avons des milliards de mètres cubes sous le sous-sol. C'est question de moyens et d'engagement politique. Si aujourd'hui on fait une bonne politique dans les secteurs avec de gros moyens, on pourra avoir de l'eau. Imaginez la question de l'eau de Niamey.
les gens disent qu'il n'y a pas d'eau. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de vision à l'époque. Niamey n'a pas une station de traitement qui dépassait 100 mètres cubes jour. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, et c'est avec aujourd'hui, oui, justement, c'est aujourd'hui qu'on a une vision de faire une station de 250 mètres cubes jour. Maintenant, si on fait 250 mètres cubes jour et que dans 2 ans, le besoin dépasse 250 mètres cubes jour, ça veut dire qu'on va attendre encore 40 ans pour pouvoir mobiliser des financements pour faire une autre station de traitement. Donc, c'est question de volonté politique, c'est question de vision et d'orientation stratégique. Et dans les autres pays du Sahel, pensez-vous que vraiment leur politique également... C'est la même chose à quand je prends par exemple le Burkina Faso, il faut un peu, je ne sais pas comment on fait le calcul, parce que le Burkina Faso n'atteint même pas la région de Maradi. Vous voyez, donc quand on parle du Burkina Faso, on compare au Niger, je vois que ce n'est pas le même contexte. Le Burkina Faso, c'est Maradi, la région de Maradi peut faire 2 fois le Burkina Faso. C'est 200 et quelques mètres carrés. Donc le Maradi fait à peu près 400. Donc du coup, je ne sais pas comment on fait le calcul. Les besoins ne sont mais pas... les besoins, les trucs sont les mêmes, c'est les engagements politiques. Si on a de bonnes politiques, imaginez, on parle aujourd'hui de la régénération des écosystèmes, docteur, vous allez me corriger. Je suis confus en tant que profane. On me parle de régénération des écosystèmes et on le fait avec l'eau, à travers l'eau. Et je ne vois pas les actions que de l'environnement est en train de faire pour garantir l'eau. On peut faire des points d'eau, on peut retenir l'eau de surface pour régénérer les écosystèmes. Imaginez ce qui fait mal aujourd'hui. Kouré, où nous avons le girafe. Vous n'avez pas un point d'eau permanent. Les girafes font comment? Alors qu'elles ont besoin d'eau pour se... Oui, même les oiseaux. Quand il y a l'eau en permanence, les oiseaux vont se développer, les girafes vont rester. Mais là, elles sont obligées de quitter parce qu'il n'y a pas au moins un point d'eau permanent qui peut les garder. Oui, docteur, vous voulez ajouter? En fait, je voulais ajouter sur ce que le président de Régia vient de dire par rapport au problème d'accès à l'eau au niveau de la ville de Niamey. On a fait une étude ensemble où on a parcouru en fait les différents quartiers de Niamey pour évaluer la situation d'approvisionnement en eau des ménages. Et on a travaillé avec la SIN, la SPEN. Tout ça, en fait, cette étude nous a permis en fait d'avoir une vision globale de la situation de Niamey qui est caractérisée par, en fait, pour le moment, la SIN a une capacité de production d'environ 185 000 mètres cubes par jour. Est-ce suffisant pour toute la population? Non, ce n'est pas suffisant parce que pour la population a un besoin de l'ordre de 210 000. Voilà, 210 000, donc il y a à peu près 30 000 mètres cubes de déficit. À combler. Voilà, il y a 2 ans. Peut-être que maintenant ça a augmenté. C'est vrai, ils font des efforts avec leur projet de construction de la station de traitement de l'autre côté de la rive droite. Donc ça va permettre en tout cas d'augmenter la capacité globale de production de la SIN pour la ville de Niamey et qui va dépasser même en tout cas le besoin maxi par jour. Parce que ces besoins-là, en fait, c'est qu'ils varient en fonction des saisons. Et le besoin maxi, c'est pendant le mois de avril-mai. Ça dépend des saisons, oui. Je coupe pas. Il y a des efforts. Le Niger a fait beaucoup d'efforts. Mais je parle en termes de vision. En termes de vision, imaginez, on est à 185 que vous avez dit, et maintenant on fait 250, alors que la station augmente. La situation démographique, quand tu fais les ratios, tu vas trouver que dans 5 ans encore, on sera dans le même problème. C'est ce que j'ai dit, si on avait pensé à être dans un projet très structurant qui va aller à 400 ou 500, on va régler la question de l'eau pendant au moins 20 ans à venir. Sinon, les efforts sont énormes aujourd'hui à Niamey, on le voit, c'est appréciable. Les défis sont énormes. Pour la station de la rive droite, c'est de l'ordre de 100 000. Ça allait en fait permettre d'aller jusqu'à 285 000 comme production. Mais malheureusement, bon, ils vont faire ça par étapes. C'est ça. Par étapes. Comme il dit, c'est un problème au Niger et au Burkina. En fait, on n'a pas la même situation. Justement. Par exemple, au Niger, Niamey, toutes les villes le long du fleuve Niger sont alimentées à partir du fleuve Niger et à l'intérieur c'est plus à partir des forages, donc de l'eau souterraine. Voilà. Au Burkina, si vous prenez là-bas, c'est une zone de socle, comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'eau souterraine. Et le Mali? Donc leur alimentation en eau potable c'est plus à partir des barrages. Au Burkina Faso, ils ont fait beaucoup de barrages et c'est à partir de ces barrages-là qu'on alimente même la capitale Ouagadougou.
C'est vrai, il faut accompagner avec des forages, avec une capacité de production limitée. Au Mali, c'est une zone plus de bassins sédimentaires. Ils utilisent le fleuve Niger, mais aussi des forages. D'accord. Mamadou, vous êtes producteur. Le maraîchage, comme je le disais plus haut, nécessite vraiment de l'eau pour fonctionner. Parlez-nous concrètement de votre activité. Comment ça marche? Notre activité. Oui. Bon, qu'est-ce que vous produisez concrètement? Moi, je produis du poivron, du chou, tomate, laitue. Des laitues? Oui. On produit tout ça là. Tout ça là demande beaucoup d'eau. Oui. Donc, à cause de la pénurie de l'eau là, nous avons diminué notre surface de production. En temps normal, sur combien d'hectares vous produisez Moi, je produis sur 1 hectare. 1 hectare. Mais notre site a 63 hectares. Et avant, tous les 63 hectares sont exploités. Mais maintenant, on arrive à exploiter que 17 hectares. Donc, le pénurie de l'eau là qu'on dit, vraiment, c'est une réalité au Niger. À présent, nous allons nous intéresser justement à une situation particulière, celle du village de Dadinsarki dans le département de Zender, où pour faire face à la mauvaise qualité d'eau ou bien au manque d'eau, les populations parcourent des kilomètres et des kilomètres pour accéder à l'eau. Je vous propose de suivre ce reportage. Comme vous pouvez l'entendre, ils sont nombreux, hommes, femmes et enfants du village de Dadinsarki. Certains munis de bidons, d'autres des seaux sur une source d'eau à la quête de l'eau. Une eau qu'ils n'arrivent pas à avoir pendant des mois à leur pompe. Comme solution, ces villageois parcourent des kilomètres à la recherche de la denrée dans des mares environnantes malgré sa mauvaise qualité. Écoutons leur témoignage. Nous avons énormément souffert par le passé. Nous partons à la recherche de l'eau dans les villages de Kartou, de Mata ou de Moudouk. Et il nous arrivait de passer la nuit à la recherche de cette eau. Avant, nous parcourons des kilomètres et des kilomètres avec nos enfants à la recherche de l'eau. On peut passer toute une journée avant de trouver un point d'eau. Et c'était pénible pour nous. Des années de souffrance qui demeurent sans solution. C'était là donc un reportage réalisé dans le village de Dadinsarki, dans le département de Zender, dans la région, autant pour moi, de Zender, une région qui, on le sait, est touchée vraiment par ce problème d'eau. Vous, Ousmane Dambaji, vous avez écouté ces populations qui expliquent les kilomètres qu'ils parcourent jour et nuit pour vraiment trouver de l'eau. Quelle explication donner à ce problème d'eau dans cette région? C'est vraiment compliqué parce que Zender aujourd'hui est connu par cette problématique d'accès à l'eau potable et que moi je trouve en tout cas qui n'est pas du tout normal. C'est vrai, la ville de Zender est bâtie sur un socle granitique, comme je l'ai dit, qui ne favorise pas la recharge rapide de la nappe. C'est-à-dire il y a l'eau, mais quand on puise, la nappe ne se recharge pas très facilement pour permettre une grande quantité d'accès à l'eau potable. Mais quand on va un peu au-delà de la ville de Zender, quelques kilomètres jusqu'à 20 vers Myriad à Nesserki, en principe, la nappe elle doit être bien. Le docteur va confirmer. Mais là, c'est là où je reviens par rapport... Ils expliquent que c'est un endroit où des rochers existent. C'est pas question de rochers. Les rochers au Maghreb ou au Golfe, ils ont plus de rochers. Même celles de montagnes en Éthiopie, on a vu où on peut puiser de l'eau. C'est question de volonté politique. On peut, si à Zender, on ne peut pas faire un forage, mais on peut aller à quelques kilomètres. Vous avez vu comment les autorités sont en train d'alimenter Zender, c'est Ganaram, c'est comment on appelle ça, c'est un peu à quelques 20 kilomètres, on tire l'eau. Donc, je te dis, c'est question de moyens. Aujourd'hui, on met beaucoup de moyens à Zender ou partout dans les régions du Niger, on peut avoir de l'eau. Et c'est pour ça que j'apprécie la volonté politique actuelle où le président a donné orientation, a donné le moyen. Mais je te dis, présentement, les techniciens ne sont pas en train de faire les planifications. Et d'ailleurs même, l'accès à l'eau potable souffre de la politique dans les secteurs. Si on dit qu'on doit politiser les secteurs, on ne planifie pas. Tu sais, autre chose, je dois vous dire, le président a dit qu'il ne faut pas que l'eau soit un instrument de chantage politique. Ça doit être un instrument
de paix et de cohésion sociale. Mais malheureusement, ceux qui ont en charge la traduction de celle-ci ne les font pas, ils les font d'une manière politique. Aujourd'hui, il faut vérifier. On peut vous dire qu'on ne vous donne pas de l'eau parce que vous n'avez pas voté pour tel parti. Et c'est pour ça que je suis contre qu'on donne le secteur de l'eau à des véritables politiciens. Je l'ai dit tout le temps, j'ai crié haut et fort, les secteurs de l'eau, les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation sont 3 secteurs qu'il faut dépolitiser. D'abord, ce qui se passe, il y a beaucoup d'inégalités extrêmes dans le secteur de l'eau. Le milieu rural paye 4 fois plus cher l'eau que le milieu urbain. Au village, on paye le mètre cube à 500, souvent 800 francs le mètre cube. Mais ici, en ville, on paye le mètre cube pour les tranches sociales à 127 francs. Donc, vous voyez les inégalités. Donc, je pense que le secteur de l'eau a besoin de réflexion, a besoin effectivement de l'engagement, des engagements de tous les acteurs et a besoin des engagements politiques pour qu'on puisse avancer. Si un pays ou une ville n'a pas de l'eau, ça c'est un problème politique et il faut le régler le plus vite possible. Un problème politique, Martel Ousmane Dambaji. Docteur Ibrahim, apparemment vous vouliez réagir. Voilà, moi je vais plus l'aborder du côté scientifique pour analyser un peu la situation de cette zone-là, du village de Dadin Sarki. Voilà, comme il a dit, c'est une zone géologiquement, une zone de socle où la nappe a une capacité très limitée. D'ailleurs, ce sont des roches, donc le taux d'infiltration est très faible, l'eau qui tombe ruisselle. Donc là, il a parlé d'un engagement politique et des moyens. Bon, peut-être c'est ça qui explique leur situation, parce qu'on a vu le cas de la Libye, où Kadhafi a créé un fleuve artificiel à partir des forages. Et au Niger, comme il l'a dit, il y a des zones où on a des nappes qui sont très chargées. Donc on peut construire des champs de forage dans certaines zones et créer aussi des fleuves artificiels pour alimenter certaines zones qui ont des difficultés d'accès à l'eau. On peut aussi appliquer la méthode du Burkina Faso où ils créent des forages, ils construisent des barrages du moins, des barrages pour retenir l'eau de ruissellement. Au lieu de laisser cette eau couler, aller très loin, on peut la stocker pas loin du village et mettre un dispositif de traitement de cette eau pour permettre à cette population d'avoir facilement l'accès à l'eau. En tout cas, comme il l'a dit, il y a un problème de moyens en termes d'eau souterraine dans la zone sahélienne, en tout cas les zones de bassins sédimentaires qui va du Niger jusqu'au Mali. Les gens ne devraient pas souffrir de manque d'eau. Et surtout, il y a en plus le fleuve Niger qui peut être bien exploité. Et même en secteur urbain, depuis un certain temps, on constate la construction des forages dans les quartiers. Est-ce que vous pensez que cette eau est vraiment de qualité pour la consommation? Justement, au cours de notre étude, on a analysé la qualité de cette eau, des forages que les gens construisent n'importe comment. Nous, on a appelé ça des forages sauvages, excusez-moi du terme. Et l'eau est souvent de très mauvaise qualité, ce qu'on a constaté, en tout cas plus de 60%. Des études ont donc été faites? Voilà, des études. Nous, on a fait des prélèvements et on a analysé en laboratoire en termes de qualité physique et qualité bactériologique. C'est surtout la dégradation de la qualité bactériologique parce que ces forages sont très souvent construits à côté des fosses septiques. Et ces fosses septiques-là contaminent toute la nappe. Et les gens, après, ils pompent cette eau-là, qu'ils boivent sans pour autant la contrôler. D'ailleurs, même si on fait les mesures de qualité au début, c'est-à-dire il faut le faire dès qu'on construit le forage, il faut évaluer la qualité de l'eau du forage et faire un suivi, c'est-à-dire chaque 6 mois ou bien chaque 3 mois, faire un prélèvement pour évaluer la qualité de cette eau-là, si elle est de bonne qualité. Et aussi, ce qu'on a constaté, c'est aussi dans les ménages, les gens, quand ils construisent des fosses septiques, il y en a qui font leurs fosses septiques au niveau des forages, des tuyaux de la Sine, des tuyaux de la Sine. On a vu ça de nos propres yeux, un tuyau de la Sine dans une fosse septique. Mais qu'est-ce que vous proposez rapidement, comme le temps est contre nous? À la proposition, on a fait le travail ensemble, mais les gens vont continuer à le faire et ils vont continuer à mourir parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer? On ne peut rien faire parce que quelqu'un qui n'a pas d'eau, tu vas lui dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas le moyen, vous n'avez pas, c'est un droit, vous n'avez pas amené... Il faudrait peut-être sensibiliser la population. Ça ne marche pas. C'est comme si au village, vous me laissez à pas un point d'eau, je vois un courrier et pourrier, mais je veux prendre. Combien de gens meurent au village? Pourquoi vous ne voyez que ceux qui sont en ville? Au village, les gens sont en train de mourir de maladies incurables.
Pourquoi pas? Alors les gens vont continuer à le faire. Les sensibilisations ont toujours donné leurs fruits. Sensibiliser tant qu'il n'y a pas de solution. C'est comme si, ici, vous écrivez dehors, si vous urinez 10 000 francs, je vois ça c'est le mieux. Alors qu'il n'y a pas une latrine à côté. Mais quelqu'un qui est conseillé va faire comment? Vous, concrètement, quelle solution vous proposez? Que ce soit en milieu urbain, en milieu rural? C'est d'abord avoir des engagements politiques clairs. Quand il y a un engagement politique, il y a des acteurs qui accompagnent et on lutte contre les inégalités extrêmes. Aujourd'hui, même la question du terrorisme, c'est la question de l'eau. C'est la question de l'eau qui amène souvent en grande partie le terrorisme. Et je vous dis, si vous réglez la question de l'eau, vous réglez les questions de développement à 80%. Aujourd'hui, imaginez, l'eau, si vous buvez une mauvaise eau, vous allez tomber malade. Alors que si vous avez une bonne eau, vous réglez les questions de santé à moins de 50%. Merci donc, Ousmane. moi, je pense que... L'eau, donc comme vous le dites, l'eau, quand il y en a peu, pose problème. L'eau, quand il y en a de trop, également pose problème. Au Mali, les inondations sont source de migration. Suivant à présent ce témoignage recueilli à la Société locale de développement social de Tombouctou. Ce n'est pas seulement ici à Tombouctou, il y a le cercle de Niafenke, il y a le cercle de Diré, Gundam et Rarous. Si vous prenez vraiment le cas de Tombouctou, le cercle de Tombouctou, vous voyez, nous avons vraiment ici le périmètre risicole d'Amadia de 622 hectares qui le tout est parti vraiment dans l'eau. Et vraiment ça c'est le seul, on peut dire vraiment, espoir vraiment de nos communautés. Parce qu'il faut reconnaître que ces communautés vivent de cette agriculture-là. Donc, il faut, nous pouvons aussi noter aussi les périmètres maraîchers aussi vraiment qui ont été vraiment inondés. Vraiment que ça soit dans la commune de Alafia, dans la commune vraiment de Lafia et Bouré-Minali. Et même des villages qui ont été vraiment obligés carrément vraiment de quitter leur zone. Si nous prenons même le cas de Tombouctou ville même, vous savez qu'il y a ici un secteur qu'on appelle Bokiat. Vraiment cette année, l'eau est arrivée jusqu'à ce secteur. Et vraiment, il y a plus vraiment de 66 vraiment ménages qui ont été vraiment obligés de quitter carrément vraiment leur zone pour être vraiment pour aller se reloger vraiment dans d'autres zones. C'était là donc un témoignage recueilli à Tombouctou sur la situation des inondations qui impactent aussi l'agriculture, qui sont également source de migration. Vous, monsieur Moussa Mohamedou, vous êtes producteur. Est-ce que vous faites aussi face souvent à cette situation, les inondations qui impactent vos productions? Oui, on fait face à ces inondations. Donnez-nous un exemple concret de situation à laquelle vous avez fait face. Bon, c'était en 2012. Notre production a été envahie par une courie. Et même l'année passée, c'était ça. Parce qu'on travaille dans un mar qui s'appelle Tchingalbangou. Tchingalbangou, dans quel... C'est dans le 4e arrondissement. 4e arrondissement. Oui. Et vous avez dû quitter ce périmètre pour aller quelque part? Comment ça s'est passé? Bon, on est obligé de rester sur le même périmètre parce que on n'a pas d'autre endroit que ça. Donc nous sommes obligés de rentrer à la maison. Après l'eau, on revient pour continuer notre travail. D'accord. Oui. Docteur Ibrahim, je rappelle que vous êtes hydroclimatologue. Vous venez d'entendre la situation, une des situations au Mali, la situation des inondations qui est une source de migration pour ces populations. Quelles sont vos impressions après écoute? Oui, ce qu'il a dit, c'est une réalité. La zone sur laquelle ils ont fait l'interview, c'est la zone du delta intérieur du Niger. En fait, c'est une zone où le fleuve Niger, l'eau qui vient de la Guinée, si l'eau arrive au niveau de cette zone-là, s'étale. Et cet étalement-là entraîne une inondation d'une zone très vaste, comme il l'a dit, qui va de Diré jusqu'à Tombouctou, comme il l'a dit. C'est vraiment, dès qu'il y a une remontée de l'eau du fleuve, donc il y a inondation de toute cette zone-là. Donc quand il y a inondation, il y a dégradation des habitats, il y a dégradation, inondation aussi des périmètres risicoles. Un peu partout tout au long du fleuve Niger. Donc cette situation elle est due à l'augmentation des débits
du fleuve. Et deux, il y a l'ensablement du fleuve. On parle beaucoup de cet ensablement-là. Donc, si le lit du fleuve est ensablé, donc l'eau va tout de suite monter et va s'étaler et inonder une grande zone. C'est la même situation qu'on a constatée ici à Niamey en 2020, où toute la zone de Harubanda a été inondée. Oui. Donc, les gens n'ont pas pu produire cette année-là. En tout cas, ils ont perdu toute la campagne 2020-2021. Il n'y a pas eu production du riz dans tous ces périmètres-là le long du fleuve Niger. Donc, c'est une situation réelle qui s'aggrave avec le phénomène du changement climatique. On l'a constaté, les solutions adoptées au niveau de ces 3 pays pour faire face à ce problème d'eau sont diverses et variées et elles ont allégé souvent les souffrances des populations. Mais réellement, docteur, rapidement, le temps est contre nous. Comment vraiment renforcer davantage ces solutions au niveau de ces 3 pays? Voilà, pour renforcer les situations au niveau des 3 pays, c'est la construction des barrages le long des cours d'eau, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Là, le Burkina est très en avance sur cette politique de construction de retenue d'eau qui permet de produire pendant la saison sèche avec les cultures irriguées. Mais pour les zones de bassins sédimentaires où la nappe phréatique est très chargée, là c'est l'intensification des forages avec l'utilisation des pompes solaires. Aujourd'hui, les panneaux solaires coûtent moins cher et même les pompes solaires coûtent moins cher. Donc, il y a une grande quantité d'eau dans le sous-sol, surtout dans les bassins des Oulimandènes, du Niger jusqu'au Mali. Donc, cette eau peut être facilement utilisée. Et pour certaines zones où la nappe n'est pas bien rechargée, il y a des dispositifs qui permettent de collecter l'eau de ruissellement pendant la saison de pluie, en plus pas de la traiter, mais de la faire infiltrer en profondeur et aussi de construire des petits bassins de rétention d'eau que les gens font au Burkina. C'est très développé, mais un peu au Mali, où ils font ce qu'on appelle les bassins de collecte des eaux de ruissellement. Ces eaux de ruissellement collectées pendant la saison des pluies permettent en fait d'irriguer, de faire ce qu'on appelle l'irrigation de complément s'il y a des poches de sécheresse très longues. Mais aussi à la fin de la saison des pluies, on peut utiliser cette eau-là pour faire du maraîchage tout autour. Merci, Dr Ousmane Dambaji. Quelles sont vos propositions pour ces 3 pays pour faire face au problème d'eau? C'est comme ce que le docteur a dit, nous avons le chercheur qui nous donne avec exactitude les données. C'est fiable, on le sait. On connaît nous-mêmes les zones inondables. C'est-à-dire, c'est la mauvaise foi des gens qui ne veulent pas appliquer. Par exemple, aujourd'hui, si on annonce que quelque chose va être fait, pourquoi on ne prend pas de disposition? Récemment, on était en réunion avec tous les grands chercheurs de 17 pays sur les prévisions saisonnières. Ils ont annoncé, mais jusqu'à présent, on n'a pas diffusé pour que les populations comprennent effectivement les dispositions à prendre. Donc je me dis, il y a les chercheurs qui sont là, les données sont fiables. Nous connaissons nous-mêmes Moi, personnellement, en 2019, j'ai fait un plan de communication du Niger pour la gestion des inondations 2019-2022. Ce plan de communication n'a jamais été utilisé. C'est dans les tiroirs. Donc, du coup, nous connaissons ce que nous voulons, mais on n'agit pas. Ousmane, un mot peut-être à la population, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, des alternatives qu'elles peuvent adopter. Elle-même, c'est de promouvoir les questions endogènes par rapport à une situation elle-même, qu'elle comprenne qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière localement avec les moyens endogènes pour qu'on puisse vraiment développer. Sinon, il faut attendre à ce que les docteurs qui sont à l'université descendent de l'information ou bien à ce que l'État, on sera vraiment en retard. Merci. Moussa Mohamedou de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Un appel peut-être à nos autorités. Bon, notre appel, c'est vraiment de dépolitisation de ces secteurs-là. C'est notre appel comme ça, vraiment. D'accord. Merci. Merci bien, chers invités. À travers donc les interventions de nos invités, il ressort que la question de l'eau est toujours d'actualité et mérite d'être prise au sérieux. Nos politiques doivent donc revoir leur engagement par rapport à cette question d'accès à l'eau à toute la population même de penser à certaines alternatives pour vraiment subvenir à leurs besoins.
C'est ici donc que se referme le forum de ce jour qui avait pour thème l'accès à l'eau au Sahel. Quelles solutions? Une coproduction des projets de Studio Kalangu, Tamani et Yafa, tous des projets de la Fondation Hirondelle. Merci à nos invités. Nous étions en compagnie de Dr Ibrahim Boubacar, il est hydroclimatologue. Merci d'être venu. Ousmane Dambaji, il est le président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Régia. Merci d'être venu. Mamadou Moussa de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA. Merci également. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération, Seni Saka à la technique et à la régie vidéo, Mustafa Yuba. À très bientôt sur le studio Kalangu. Au revoir.